Le 22 avril 1968, le camp de Bovington, dans le Dorset, en Angleterre. La brume matinale ne s'était pas encore levée au-dessus des champs de tir des chars lorsqu'un camion plateau franchit la porte principale en transportant quelque chose que les soldats britanniques n'avaient encore jamais vu. Le major Geoffrey Holloway, du Royal Armoured Corps, sortit de son bureau, un mug de café à la main, pour voir arriver l'étrange chargement. Ce qui descendit du camion lui fit recracher son café dans sa tasse. Le véhicule posé sur le gravier dépassait à peine la taille d'un homme. Il n'avait pas de tourelle, pas la moindre. Le tube du canon jaillissait droit de l'avant de la caisse, fixe et immobile, tel un doigt pétrifié pointé vers l'horizon. Derrière Holloway, un jeune capitaine siffla et dit exactement ce que tous les officiers pensaient. « Eh bien, monsieur, les Suédois nous ont envoyé un canon automoteur et ils appellent ça un char. » Holloway hocha lentement la tête. Il avait passé 20 ans à étudier la guerre blindée. Il savait à quoi ressemblait un char. Un char avait une tourelle qui pivotait. Un char pouvait tirer en marche. Un char avait l'air menaçant. Cette machine suédoise avait l'air d'un cale-porte. On aurait dit que quelqu'un avait pris un char normal, scié la moitié supérieure et soudé un canon sur ce qui restait. 6 mois plus tard, le major Holloway et tous les officiers de Bovington allaient rédiger des rapports qui contredisaient tout ce qu'ils croyaient savoir sur la conception des chars. La drôle de cale-porte suédoise se révélerait plus rapide, plus précise et plus difficile à détruire que des chars coûtant le double. L'OTAN se démènerait pour comprendre comment un petit pays neutre avait mis au point une arme qui bousculait toutes les règles de la guerre blindée moderne. Voici l'histoire du Stridsvagn 103, le char sans tourelle, le secret suédois qui a humilié les experts, le véhicule dont tout le monde se moquait jusqu'à ce qu'on le voie vraiment combattre. Pour comprendre le STRV 103, il faut comprendre la Suède à l'été 1956. Si tu es passionné par la technologie militaire et la Seconde Guerre mondiale, merci de t'abonner à notre chaîne. Cela nous aidera énormément. Merci. Le pays se trouvait entre deux superpuissances et refusait de s'aligner sur l'une ou l'autre. À l'est, de l'autre côté de la mer Baltique, l'Union soviétique entretenait la plus grande force de chars de l'histoire. Des milliers de T-54 et de T-55 étaient prêts à déferler vers l'ouest à tout moment. À l'ouest, les armées de l'OTAN se préparaient à la même guerre, mais en sens inverse. La Suède était prise en sandwich et Stockholm le savait. L'armée suédoise avait acheté des chars britanniques Centurion après la guerre. C'étaient d'excellentes machines. Mais ils étaient aussi coûteux, lourds et pas vraiment adaptés à la géographie suédoise. La Suède, c'est surtout des forêts, des lacs et des terres agricoles vallonnées entaillées par d'innombrables rivières. Les routes sont étroites, les ponts fragiles. Un Centurion de 45 tonnes peinait à franchir des terrains que l'infanterie suédoise traversait à pied. Le haut commandement suédois avait besoin de quelque chose de nouveau. Il voulait un char capable de défendre le sol suédois contre l'armée rouge, pas envahir la Russie, pas foncer à travers les plaines allemandes, simplement tenir la ligne sur le territoire suédois assez longtemps pour que l'aide arrive ou que l'envahisseur renonce. À l'été 1956, un ingénieur nommé Sven Berge entra dans une salle de réunion de l'administration royale suédoise du matériel de l'armée, une note à la main. Berge avait 41 ans, discret, méthodique et nullement célèbre. Il avait passé les dernières années à lire tous les rapports de retour d'expérience de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre de Corée qui lui tombèrent sous la main. Les Britanniques avaient remis d'épaisses liasses de données de combat dans le cadre de la vente du Centurion. Berge avait tout lu. Ce qu'il y découvrit allait changer l'histoire de la conception des chars. Plus de la moitié des chars mis hors de combat l'avaient été par un coup porté à la tourelle. Pas la caisse, pas les chenilles, la tourelle. Cette boîte ronde qui pivote au sommet du char, tenue pour indispensable, par tous les concepteurs, était aussi ce qui coûtait des vies. Berge s'assit à cette réunion et proposa quelque chose qui paraissait insensé. Supprimer la tourelle, purement et simplement. Intégrer le canon directement dans la caisse. Viser en braquant tout le char. Modifier son élévation en relevant ou en abaissant la suspension. Donner une silhouette si basse que l'ennemi la verrait à peine. Incliner le blindage au point que les projectiles entrants ricocheraient comme des galets sur un étang.
La salle se tut. Un officier aurait grommelé que Berge décrivait un canon d'assaut de 1943, pas un char moderne. Un autre demanda comment diable un char sans tourelle pourrait se battre. Berge avait une réponse à chaque question. Il avait fait les calculs. Il avait étudié le char français B1 qui utilisait un canon de caisse pointé en tournant le char. Il avait étudié les canons d'assaut allemands Stu et Jagdpanzer, qui avaient détruit plus de chars alliés que n'importe quelle autre arme allemande. Il avait compris que la conduite de tir moderne en était arrivée au point où, même avec une tourelle, les chars devaient s'arrêter pour tirer avec précision. Alors, pourquoi s'encombrer du poids d'une tourelle? Les officiers supérieurs étaient sceptiques, mais Berge exposa son dossier avec une telle précision, une telle confiance dans les chiffres, qu'ils ne purent pas l'écarter d'un revers de main. Ils lui dirent d'aller le prouver. Au cours des 2 années suivantes, Berge et sa petite équipe construisirent des bancs d'essai à partir de vieux chars Sherman et d'affûts de canons d'infanterie. Ils testèrent s'il était réellement possible de viser un canon fixe en faisant pivoter le châssis avec assez de précision pour atteindre une cible à 1 kilomètre. Tout le monde s'attendait à ce que les essais échouent. Les essais ne furent pas un échec. Ils réussirent si bien que le gouvernement suédois approuva la conception en 1958. Le projet reçut la désignation officielle Stridsvagn S, le S signifiant tout simplement suédois. Ce que Berge et Bofors AB livrèrent à l'armée suédoise en 1967 ne ressemblait à rien de ce qui avait jamais été construit. Le S-TRV 103 culminait à peine à 1,5 m jusqu'au sommet de sa caisse. Un adulte debout, à côté, pouvait voir par-dessus le toit. Le Centurion, qu'il remplaçait, approchait les 3 mètres. Le T-62 soviétique montait à 2,5 m. Le cale-porte suédois était 40% plus bas que ses ennemis. De face, caché derrière une petite crête ou un muret de pierre, il était presque invisible. Le canon était un Bofors L-74, une version suédoise du célèbre L-7 britannique de 105 mm, mais allongé à 62 calibres. Il tirait les mêmes munitions au temps standard que tous les chars occidentaux, mais avec une vitesse initiale plus élevée. Le chargeur automatique emportait 50 obus, tous rangés en sécurité hors du compartiment de l'équipage, de sorte qu'un impact sur les munitions ne se traduise pas par un embrasement fatal des hommes à bord. Et puis il y avait les moteurs. Le STRV 103 fut le premier char au monde à utiliser une turbine à gaz. Pas n'importe laquelle, une petite unité Caterpillar associée à un diesel Rolls-Royce. Le diesel assurait la conduite courante et économisait le carburant. Quand l'équipage devait échapper à une embuscade ou jaillir vers une position de tir, il enclenchait la turbine. Soudain, le véhicule de 40 tonnes accélérait comme une voiture de sport. Le STRV 103 pouvait rouler en marche arrière aussi vite qu'en marche avant. Cela peut sembler un détail, ce n'en était pas un. Dans la doctrine défensive suédoise, c'était capital. Imaginez le plan suédois. Une colonne blindée soviétique dévale une route forestière. Le STRV 103 est embusqué derrière une faible éminence, seul le canon dépasse. La caisse est abaissée sur sa suspension hydropneumatique. Le véhicule est pratiquement plaqué au sol. Le chef de char repère le T-62 de tête. Le tireur-pilote, qui contrôle à la fois la direction et le tir, fait pivoter tout le char de quelques degrés pour aligner le coup. Il appuie sur la détente. Le char soviétique est détruit. Avant que le deuxième char soviétique puisse riposter, le pilote suédois enclenche la marche arrière à grande vitesse. Le STRV 103 redescend la pente en marche arrière à 50 km à l'heure, totalement à l'abri des regards. 300 mètres plus loin sur la route, il se glisse dans une autre position préparée et attend que la colonne entre dans la prochaine zone de destruction. Ce n'était pas un char conçu pour gagner des batailles en plein désert. C'était un char conçu pour rendre l'invasion de la Suède trop douloureuse à tenter. Mais pour le reste du monde, surtout pour les fières troupes blindées du Royaume-Uni et des États-Unis, le STRV 103 passait toujours pour une plaisanterie. C'est précisément pour cela qu'on l'a prêté pour des essais. Les Suédois étaient discrètement confiants. Les Britanniques affichaient ouvertement leur scepticisme. Les deux camps convinrent de mettre la théorie à l'épreuve. D'avril à septembre 1968, Bovington.
l'armée britannique emprunta 2 STR-V103 flambant neufs à la Suède et les éprouva pendant 6 mois d'affilée. Ils testèrent tout, le tir sur parcours en mouvement, la mobilité tout-terrain dans la boue du Dorset, les plans d'entretien, la consommation de carburant, le confort de l'équipage, toutes les catégories que les officiers blindés britanniques jugeaient importantes. Si tu es passionné par la technologie militaire et la Seconde Guerre mondiale, merci de t'abonner à notre chaîne. Cela nous aidera énormément. Merci. Le rapport final, rédigé par des hommes arrivés en s'attendant à tourner la conception en dérision, contenait une phrase qui stupéfia le ministère de la Défense. Les évaluateurs britanniques écrivaient que le concept sans tourelle du S-Tank offrait des avantages considérables par rapport aux chars à tourelle. Cette phrase, dans une langue administrative sèche, équivalait à un branle-bas de combat dans les milieux de la conception des chars. Les Britanniques, qui construisaient des chars depuis 1916 et se considéraient comme les inventeurs de la guerre blindée, admettaient qu'un petit pays neutre avait peut-être fait mieux. Les équipages rapportèrent que le STRV-103 était plus facile à conduire que le Centurion. Le chargeur automatique impliquait un équipage réduit, donc moins d'hommes exposés. Sa silhouette basse lui permettait de se dissimuler là où aucun autre char ne le pouvait. Le canon, bien que fixe, pouvait être amené sur la cible plus vite qu'escompté grâce à la réactivité de la suspension. Les sceptiques campèrent sur leur position. L'armée britannique n'allait pas renoncer aux tourelles sur la foi d'une seule campagne d'essai. Alors, à l'été 1973, ils recommencèrent l'épreuve, mais cette fois dans les règles. L'armée britannique du Rhin, la BAOR, dépêcha plusieurs STRV-103B en Allemagne. Ils les soumirent à 9 jours de manœuvres intensives aux côtés du tout nouveau Chieftain, le char le plus moderne du Royaume-Uni, pesant 55 tonnes et bardé des toutes dernières technologies. Le Chieftain était censé ridiculiser le cale-porte suédois. Au lieu de cela, le cale-porte suédois suivit le rythme. Puis, il prit l'avantage. La disponibilité, le pourcentage du temps où les chars étaient réellement prêts au combat, ne tomba jamais sous les 90% pour le STRV-103. Le Chieftain, en proie à des problèmes de moteur, descendait parfois sous les 60%. Le rapport final de la BAOR contenait une autre phrase qui ébranla le milieu des blindés. Les évaluateurs écrivaient qu'il n'avait pas été possible de prouver que l'incapacité du S-Tank à tirer en mouvement constituait un désavantage. Relisez cette phrase 2 fois. La critique numéro 1 contre le STRV-103, c'était précisément qu'il ne pouvait pas tirer en se déplaçant. Tous les autres chars de la planète étaient théoriquement capables de le faire. Et les Britanniques, après l'avoir testé dans des conditions réalistes, en conclurent que ce défaut supposé ne changeait rien dans la pratique. Les chars réels, reconnaissaient-ils, devaient de toute façon s'arrêter pour tirer avec précision. Les Suédois s'étaient simplement arrangés pour contourner un problème que les Britanniques prétendaient résoudre. Les Américains voulurent à leur tour, en 1975, 2 STRV-103 arrivèrent à Fort Knox, dans le Kentucky, siège du centre de l'arme blindée de l'armée américaine. Les tankistes américains, nourris des fières traditions de Patton et du Sherman, regardèrent le véhicule suédois exactement comme les soldats britanniques 7 ans plus tôt. Ils rirent. Puis, les essais commencèrent. L'équipe américaine opposa le STRV-103 au M60A, un E3, une version fortement modifiée du char de bataille principal américain. Ils testèrent la précision, ils testèrent la vitesse d'engagement, ils testèrent tout ce qui leur venait à l'esprit. Quand les résultats arrivèrent, le personnel de Fort Knox dut les lire 2 fois. Le char suédois se montra plus précis au tir que l'américain. Les Américains arrivaient au premier coup en moyenne 1 demi-seconde plus vite, mais les Suédois touchaient plus souvent. Gagner 1 demi-seconde, si c'est pour manquer la cible, ce n'est pas aller plus vite. Le STRV-103, cette curiosité sans tourelle que les soldats américains avaient surnommé le quartier de fromage, surpassait au tir le char américain le plus moderne lors de confrontations directes. Les rapports furent classés secrets. En public, l'armée américaine continua de construire des chars à tourelles parce que c'était sa manière de faire. Mais en privé, les concepteurs étudièrent les données suédoises et se mirent à repenser tout. De la stabilisation du canon à la conception de la coque
jusqu'à l'agencement de l'équipage. La Norvège testa le STRV-103 face au Léopard 1 en 1967. Le résultat fut le même. Trappe fermée, le char suédois repérait plus de cibles et tirait plus vite que le Léopard. Le constat fut le même dans tous les essais, dans tous les pays. Le Calporte l'emporta. Alors, pourquoi n'avez-vous sans doute jamais entendu parler du STRV-103 ? Parce qu'au moment où le monde a compris combien il était bon, la technologie qui faisait sa singularité commençait à devenir obsolète. Le STRV-103 avait été conçu autour d'une hypothèse centrale, qu'il serait impossible de stabiliser correctement un canon de char pour tirer avec précision en mouvement. En 1960, cette hypothèse était juste. En 1980, elle ne tenait plus du tout. Les Américains, les Allemands et les Soviétiques mirent au point des systèmes de stabilisation du canon qui, eux, fonctionnaient réellement. Les chars modernes pouvaient tirer en mouvement et atteindre des cibles à 2 km. Le STRV-103, lui, devait toujours s'arrêter. Le canon fixe, autrefois une solution brillante, devint une contrainte. Des chars plus récents comme le M1 Abrams et le Léopard 2 pouvaient tout faire de ce que faisait le STRV-103, et même davantage. Le chef-d'œuvre de Svenberg, le char qui avait mis dans l'embarras 3 armées de l'OTAN, tomba peu à peu en désuétude. Le dernier STRV-103 quitta le service suédois en 1997, 30 ans après son entrée en service. À tous égards, ce fut une carrière réussie. Nulle armée ne garde un mauvais char en service pendant 30 ans. Mais l'histoire ne s'arrête pas à sa réforme. À la fin des années 1990, l'armée suédoise mena un dernier exercice au centre d'entraînement de Kvarn. 7 STRV-103, retranchés dans des positions préparées, affrontèrent 7 tout nouveaux STRV-121, des Léopards 2 allemands modernisés. Sur le papier, c'était un massacre annoncé. Le Léopard 2 avait 30 ans de moins. Il disposait d'un blindage supérieur, d'un canon plus gros, d'une tourelle entièrement stabilisée, d'une conduite de tir avancée et de la vision nocturne. Le STRV-103 restait une conception trentenaire, sans tourelle et incapable de tirer en mouvement. Le résultat de l'exercice n'a jamais été publié officiellement, mais, au fil des années, des anciens de cet exercice en ont parlé. Les vieux calportes suédois, tapis dans leur position préparée, combattant sur le terrain pour lequel ils avaient été conçus, menant la guerre pour laquelle ils avaient été bâtis, donnèrent aux léopards bien plus de fil à retordre qu'on ne l'avait imaginé. Les principes posés par Svenberg en 1956 continuaient de faire leurs preuves. Silhouette basse, position masquée, marche arrière rapide, surprise. Un officier suédois de l'arme blindée à la retraite confia des années plus tard à une revue de défense. Nous étions le seul équipage de chars au monde formé à perdre la première seconde et à gagner les 10 suivantes. Le STRV-103 nous a appris qu'être vu, c'est être tué. Nous avons appris à être invisibles. L'héritage du STRV-103 dépasse largement le char lui-même. Tous les chars de combat principaux modernes conçus depuis les années 1970 intègrent des leçons tirées de l'expérience suédoise. La suspension hydropneumatique, qui permettait d'incliner la caisse, est aujourd'hui la norme sur les chars japonais et sud-coréens. Le chargeur automatique, qui autorisait un équipage de 3 hommes, est désormais standard sur les chars français et russes. L'accent mis sur la silhouette basse et le blindage incliné s'est imposé partout. Même la turbine à gaz, dont les Suédois furent pionniers, a fini par propulser le M1 Abrams américain. Svenberg est mort en 1998, 1 an après le retrait du dernier STRV-103. Il avait passé toute sa carrière en ingénieur discret, loin des projecteurs. Il n'avait jamais commandé un bataillon ni pris part à une bataille. Mais il avait accompli ce que peu de concepteurs parviennent à faire. Il avait examiné les idées reçues de toute sa profession et conclu qu'elles étaient fausses. Puis, il en avait fait la démonstration. Un officier britannique de l'arme blindée, interrogé des décennies plus tard sur ce qu'il gardait en mémoire des essais de Bovington en 1968, a donné une réponse qui résume toute l'histoire. Nous étions venus pour nous en moquer. Nous sommes restés pour prendre des notes.
À la fin de l'été, j'ai compris que les Suédois n'avaient pas construit un char moins bon que les nôtres. Ils en avaient construit un plus malin. Le problème avec les choses intelligentes, c'est qu'elles vous donnent l'impression d'être idiot de ne pas y avoir pensé avant. Le STRV-103 n'a jamais été engagé au combat. Aucune armée d'invasion n'a jamais traversé la Baltique. Aucune colonne de chars soviétiques n'a jamais déferlé à travers les forêts suédoises. Le Kalport a passé toute sa carrière à attendre un combat qui n'est jamais venu. Certains critiques s'en servent pour le balayer d'un revers de main, arguant qu'une arme non éprouvée n'est pas une arme. Mais on peut lire ce bilan autrement. Peut-être que le STRV-103 a précisément fait ce pourquoi il avait été conçu. Il a fait de l'invasion de la Suède une très mauvaise idée. Il a obligé les planificateurs soviétiques à Moscou à se pencher sur leurs cartes et à se demander combien de leurs chars ils perdraient face à des canons suédois invisibles dans les épaisses forêts suédoises. Il a rendu le coût de l'invasion supérieur à ce qu'il y avait à gagner. La dissuasion qu'on n'emploie jamais est celle qui a fonctionné. Aujourd'hui, les STRV-103 survivants trônent dans des musées en Suède et à travers l'Europe. Les visiteurs qui s'en approchent ont souvent la même réaction que le Major Holloway à Bovington en 1968. Ils s'arrêtent, ils inclinent la tête, ils cherchent la tourelle qui n'est pas là. Ils demandent au guide si cette drôle de petite cale d'acier est vraiment un char. Le guide sourit et leur donne toujours la même réponse. Oui, et il fut un temps où les meilleures armées du monde sont venues s'en moquer et sont rentrées chez elles en se demandant comment les Suédois avaient fait. Le Stridsvagn 103 rappelle que la bonne ingénierie ne consiste pas à suivre les règles. Elle consiste à comprendre pourquoi elles existent, puis à savoir quand les enfreindre. Svenberg a brisé toutes les règles de la conception des chars et a construit quelque chose qui a donné une leçon à 3 armées de l'OTAN. Il a prouvé qu'un petit pays aux ressources limitées peut battre à la réflexion des nations plus grandes et plus riches s'il accepte de remettre en question ses certitudes et de faire confiance à ses ingénieurs. Le Kalport n'a jamais tiré un seul coup au combat. Il n'en a jamais eu besoin. La simple existence du STRV-103, resté dissimulé dans les forêts suédoises pendant 30 ans, a suffi. Parfois, l'arme la plus dangereuse sur le champ de bataille est celle que personne ne prend pour une arme. Les bouteilles de lait volantes de 1943 ont donné cette leçon à la Luftwaffe. Les Liberty Ships de 1942 ont donné cette leçon à l'Allemagne nazie. Et l'étrange char sans tourelle arrivé au camp de Bovington par un matin de brouillard d'avril 1968 a, une fois encore, donné la même leçon aux fières armées de l'OTAN. Ne vous moquez jamais de l'ingénieur qui a lu plus d'histoire que vous.